tous. Donc je vais vous faire un rapide état des lieux de la situation française sur la perspective des patients en termes d'enjeux et en termes de résultats, en tout cas d'évaluation de ces résultats. Donc le plan qui sera le mien ce matin, une contextualisation, c'est important de rappeler un certain nombre d'éléments autour de ce sujet. La question spécifique de l'évaluation telle qu'elle est actuellement abordée en France, et puis quelques stratégies qui sont actuellement mises en œuvre pour avancer dans ce domaine, et puis nous clôturons sur les perspectives qui se dessinent. Alors tout d'abord, la notion de pratique avancée en soins infirmiers, quel est le contexte français? Vous avez eu déjà quelques débats lors de la première journée d'hier. Bien entendu, cette réflexion, elle s'inscrit dans un contexte plus large. La France ne déroge pas à la situation d'autres pays au niveau international. On a un certain nombre de défis, un certain nombre de challenges à relever. On le disait dans la première intervention, il y a des mots-clés qui se dessinent en termes d'accès aux soins, de continuité des soins, de qualité, de sécurité, d'efficacité, de plus en plus également d'efficience. Et donc, ces réflexions sur l'évolution des professions de santé, et donc de la profession infirmière, s'inscrivent un petit peu en réponse à ces constats. Alors en France, on a beaucoup réfléchi, on en est à plus de 10 ans de réflexion. Je vous ai listé là l'ensemble des travaux qui ont été menés en France sur ces questions pour essayer d'arriver à des résultats. Vous trouverez sur le web des rapports beaucoup plus complets pour chacun de ces travaux. Alors, qu'en est-il? Pourquoi réfléchir? Pourquoi 10 ans de réflexion? Parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Les enjeux pour les patients, c'est maintenir l'accès aux soins. C'est pas évident en France actuellement, puisqu'on a des problèmes notamment de démographie et de répartition des médecins. Vous avez probablement entendu parler de désertification de certaines zones en France. Pour faire simple, la France, sur la perspective médicale, c'est un petit peu comme une bouteille d'orangina. La pulpe est concentrée sur le fond de la bouteille, c'est-à-dire la partie sud-est, ou la partie ou les zones plutôt urbaines. Les médecins ont une certaine attractivité pour ces zones. Autre enjeu pour les patients, on l'a dit précédemment, qualité, sécurité des soins, acceptabilité aussi pour les patients, de nouvelles organisations, on l'a vu tout à l'heure, parfois la complexité, la mosaïque des professionnels qui interviennent. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir des résultats cliniques, mais aussi une satisfaction des patients, une satisfaction des proches, une satisfaction des aidants naturels, qui jouent un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre des parcours de soins. Bien entendu, il ne faut pas l'oublier non plus. On doit aussi, au travers de ces réflexions et au travers des dispositifs qui sont mis en place, favoriser l'attractivité et la fidélisation de nos professionnels dans leurs exercices. Et le tout, bien entendu, on a la chance en France d'avoir un système de protection sociale, et donc l'intérêt, c'est aussi de le conserver au bénéfice de tous. Alors, quelles étaient dans ce domaine-là les stratégies envisageables? C'était tout d'abord de s'assurer que pour chacune des professions de santé, notamment la profession infirmière, le champ de compétences qui est ouvert à cette profession soit correctement investi, premier élément, que des éléments de coordination des soins puissent se mettre en place. On est en France encore dans un système un petit peu cloisonné qui avait tendance à privilégier davantage le monde hospitalier. Là, il y a des choses qui doivent se remettre en place dans ce domaine-là. Et puis, bien entendu, en passer par cette redéfinition des contours des professions et notamment de voir de nouveaux rôles apparaître, de nouvelles activités qui pourraient se transférer pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui entre eux, notamment les médecins et les infirmiers. Alors, d'un point de vue législatif, que s'est-il passé en France en 2009? Beaucoup de choses, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette loi HPST. Alors pour les noms français, c'est la loi Hôpitaux, Patients, Santé, Territoire, d'où l'acronyme, qui a plus particulièrement repositionné, fixé un cadre
pour la coordination des parcours de soins et pour cette fameuse redéfinition des contours, puisqu'elle a institué la possibilité de faire bouger les lignes entre les professions de santé dans un dispositif que l'on nomme en France coopération entre professionnels de santé. Il ne faut tout de même pas oublier que même si la loi HPST n'a pas travaillé plus en détail sur la manière dont les infirmiers investissent le champ de compétences qui est déjà ouvert à eux, eh bien, en France, les professionnels infirmiers se sont penchés sur ce sujet depuis les années 90, 90 pour les Suisses de la salle, en mettant en place une formation clinique, un petit peu de la même manière que ce qui a été fait ici dans ce pays. Donc, il y a eu nombre d'infirmiers qui ont été formés, infirmiers cliniciens, quelques infirmiers spécialistes cliniques, et ce que l'on peut constater sur le terrain, c'est que cette expertise infirmière qui a été construite dans ce type de parcours semble bien utilisée, et on a un certain nombre de priorités de santé publique, de plans de santé publique qui ont donné la possibilité à ces infirmiers d'utiliser les compétences et l'expertise qui a été développée. Alors, quid maintenant de ces fameuses coopérations entre professionnels de santé? Quel bilan d'étape? Nous sommes en 2013, c'est un dispositif qui date de la loi de 2009, qui s'est mis en place assez progressivement. Alors, juste un rappel, là encore, pour ceux qui sont moins familiers, comment le législateur a géré ça en France. Lorsque, dans un environnement pratique, une équipe se rend compte que la législation telle qu'elle est pensée pour les professions de santé n'amène pas à une pratique opérationnelle optimale, eh bien, il y a la possibilité pour les professionnels qui veulent s'organiser différemment de réfléchir à la question et de repenser leur façon d'exercer. Donc là, vous voyez dans cet exemple, on imagine qu'un médecin, qu'un infirmier et qu'un physiothérapeute eh bien, réfléchissent ensemble à une nouvelle façon de travailler. Lorsqu'ils ont réfléchi, ils doivent poser cette réflexion dans un protocole écrit. Il y a un guide qui est à leur disposition, qui a été conçu au niveau national. Et lorsque ce protocole est rédigé, qui explique très en détail comment ils pratiqueront, quelles activités seront transférées, dans quel cadre, avec quel type de formation, avec quel type d'évaluation des résultats et avec quel type de gestion des risques pour les patients qui sont concernés, et bien ce protocole, je peux vous dire que ça prend un certain temps à rédiger ce type de protocole, eh bien, doit être soumis à une double validation, une validation régionale dans ce que l'on appelle les ARS, les agences régionales de santé, qui va vérifier notamment à ce niveau qu'il n'existe pas de besoin auquel répond ce protocole, puis ensuite ce protocole est transmis à la haute autorité de santé, la HAS, qui va l'étudier en détail et qui va faire intervenir un certain nombre d'experts évaluateurs. Si et seulement si, normalement, dans le texte, la validation est obtenue à ces deux niveaux, et bien ces professionnels ont la possibilité de mettre en œuvre ce protocole. Je veux dire que dans la pratique, il y a un certain nombre d'allers-retours et de réécriture avant d'arriver à cette situation de validation. Alors, quel bilan est fait actuellement en France autour de tout cela? Il y a beaucoup d'équipes qui sont engagées dans la démarche, une démarche qui prend beaucoup de temps, qui est très exigeante, et globalement, on se rend compte que le processus d'instruction est très long et qu'actuellement, il n'y a pas énormément, on est autour d'une trentaine de protocoles de cette nature qui sont validés sur le territoire national. Ce qui est intéressant maintenant qu'on a un petit peu de recul, c'est que notamment la Haute Autorité de Santé a identifié une typologie dans ces protocoles. Il y a des protocoles que la Haute Autorité de Santé considère comme tout simples, c'est ceux qui correspondent simplement à un transfert d'actes techniques. Vous avez peut-être vu un de ces protocoles qui était quand même médiatisé autour de la réalisation notamment des biopsies nébulaires. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus complexes et qui correspondent à des suivis de groupes de patients atteints de pathologies chroniques avec des activités transférées dans le domaine du diagnostic de pathologie, de prescription médicamenteuse ou d'examen complémentaire et d'orientation du système. Et là, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes à gérer dans le cadre de ces protocoles.
Ce dispositif, on commence à en identifier très vite les limites. Pourquoi? Parce que c'est très local, c'est nominatif. Une infirmière qui serait dans le cadre de ce protocole, qui quitterait son environnement de pratique pour déménager à l'autre bout de la France, et bien, ne pourrait plus exercer là où elle a dans ce nouvel environnement. Ce qu'on rencontre, ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de régulation spécifique pour ces professionnels, que la formation qui est proposée, elle est obligatoire, mais elle est très hétérogène, et qu'on pense souvent le rôle des professionnels paramédicaux impliqués plutôt comme des assistants médicaux, plutôt que quelque chose qui met aussi en exergue leur autonomie et leur expertise issue de leur profession socle. Il faut savoir qu'actuellement, dans ce domaine-là, il y a une mission parlementaire qui est en train d'étudier cette question. Alors, il y a une autre initiative à côté du développement de la clinique, à côté des formations cliniciennes et de spécialistes cliniques, à côté de ces protocoles de coopération, c'est l'initiative d'opérateurs de formation qui ont créé dès 2009, nous sommes deux, donc il y a le HESP travaillons avec Aix-Marseille Université, et puis il y a une autre structure qui est l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui travaille avec Saint-Anne Formation, donc qui a monté 2 masters à orientation clinique et avec une orientation visant à préparer des professionnels aux pratiques avancées dans le domaine des soins infirmiers qui se sont mis en place. Il faut savoir qu'actuellement, même s'il n'y a que 2 structures qui proposent ce type de dispositif de formation, bien d'autres universités ont dans leur carton des projets qu'ils s'apprêtent à faire valider au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il reste maintenant à voir un petit peu l'employabilité et le suivi des premières cohortes d'étudiants qui sortent de ces 2 masters visant à développer des compétences en pratique avancée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse? En synthèse, vous voyez bien que le système français est un peu en transition, il tente de s'adapter et donc forcément il y a des conséquences sur la profession infirmière. Alors j'ai essayé de résumer ça sur un tableau synthétique. Donc vous retrouvez les infirmières cliniciennes, les infirmières spécialistes cliniques que l'on forme en France depuis donc, les années 90 avec un certificat, ce sont des formations certifiantes. À côté de cela, vous avez aussi un développement important des consultations infirmières, où là, globalement, les qualifications sont assez variables. Certaines ont des diplômes d'université, d'autres ont des certificats, d'autres encore ont des masters. Et puis, vous retrouvez ces infirmières qui exercent dans le cadre des protocoles de coopération. Alors là encore, c'est très variable, très variable, puisqu'on voit bien quand on regarde en détail ces protocoles que l'expertise infirmière, parfois elle a été développée, parfois elle n'a pas été développée dans le cadre de ce protocole. De même, il y a un énorme problème en termes de formation et de préparation à l'emploi, puisque certains vont arriver avec ces fameux masters, soit de pratique avancée, soit éducation thérapeutique par exemple, et puis d'autres avec des formations très courtes de quelques heures, parfois ça peut être 25 heures, donc c'est quand même très préoccupant. Et puis, parce que la France aussi prend certaines libertés parfois avec sa réglementation, vous avez dans un certain nombre de milieux des adaptations, des glissements de tâches. Et alors là, on peut voir parfois des exercices médicaux illégaux. On ne sait pas très bien là s'il y a de l'expertise infirmière ou pas. Enfin, tout ça reste assez difficile à déterminer. Donc en tout cas, sur la perspective des patients et en termes de sécurité des soins, c'est assez préoccupant. Alors, simplement, en se basant sur les travaux de la chaire de pratique avancée en soins infirmiers, qui était en place au sein de l'université McMaster, on a bien vu que pour obtenir ces résultats que l'on attend, il y avait des conditions nécessaires, avec des mots-clés, protection du titre, formation qualifiante, niveau master, régulation de cet exercice parce qu'il y a des risques, et accompagnement d'introduction de ces fonctions dans les systèmes de santé concernés. Qu'en est-il de la situation française par rapport à ces 4 mots-clés? Vous l'avez vu, il n'y a pas de protection du titre, il n'y a pas nécessairement une obligation de formation qualifiante, c'est pour l'instant optionnel,
Il n'y a absolument pas de régulation de l'exercice, et on a un accompagnement de l'introduction de la fonction qui est à parfaire. Donc, encore un petit peu de travail. Il y a des axes de progrès, et sur la perspective des patients, accroître la vigilance dans ce domaine. Alors, l'évaluation, ça reste une question politique, c'est très clair, et il ne faut pas négliger cet aspect pour faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation française en termes d'évaluation des résultats? Pour les infirmiers cliniciens et les infirmiers spécialistes cliniques, à minima, ils réalisent une évaluation quantitative de leur activité dans le cadre du bilan annuel d'activité qu'ils doivent rendre à leur encadrement, mais on a bien entendu encore des travaux à réaliser en termes d'évaluation qualitative et surtout d'identification de la plus-value qui est apportée. Pour les dispositifs des protocoles de coopération, alors là, il y a beaucoup de travail, parce que les indicateurs, quand on les regarde pour ces protocoles qui ont été validés, ne sont pas nurso-sensibles, et souvent l'indicateur principal, c'est quel est le temps médical gagné lorsqu'on transfère une activité. Donc on voit bien qu'il y a un gros travail à réaliser dans ce domaine, et là encore, on est aidé. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés, je citerai simplement les travaux réalisés par Kleinpen dans ce domaine, qui nous dit, eh bien, mettons en place un dispositif d'évaluation adapté et sélectionnons quelques indicateurs qui sont beaucoup plus nurso-sensibles pour capter adéquatement ce qui est fait lorsque ce type de fonction est introduit. Pour terminer, quelques stratégies qui ont été lancées en France pour faire avancer ce système, cette situation. Tout d'abord, une implication que je qualifierais d'historique de l'ANFID, qui a toujours été un système qui faisait levier pour promouvoir l'expertise infirmière et introduire les pratiques avancées d'une manière correcte en France. Cette structure a toujours travaillé au sein du CII dans le cadre du réseau de pratiques avancées. Autre levier également, une initiative de la Fédération hospitalière de France qui regroupe en France tous les établissements de santé publics et qui a proposé un protocole, une prise de position que vous pouvez consulter un petit peu plus en détail sur le site FHF. Simplement, on s'est mis d'accord sur une définition, je serai assez bref pour rester dans le temps, et vous allez retrouver des éléments de cadrage qui vous sont familiers et qui correspondent réellement au cadrage des pratiques avancées, tant dans la définition que dans les 5 rôles exercés. Vous retrouvez les éléments que vous avez dû voir avec Mme Amric hier, et également la conception d'un modèle opérationnel français qui, selon le travail qu'on a réalisé au sein de la FHF, passe par une législation, une qualification, une réglementation, un accompagnement du changement et bien sûr un modèle économique qui soit adapté. Certains de nos infirmiers de pratique avancée réfléchissent actuellement à la création d'une association dédiée et il faudra suivre cette réflexion dans les mois à venir. Que dire en conclusion et en perspective? Que globalement, la Haute Autorité de Santé a été sensibilisée à ces imperfections du système. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place depuis 2012, qui travaille plus particulièrement sur la sélection des infirmiers à l'entrée dans ces protocoles de coopération, la formation qui est dispensée, et puis des réflexions sont également engagées pour améliorer les dispositifs d'évaluation. Et à titre de conclusion, une déclaration de Marisol Touraine, qui est notre nouvelle ministre de la Santé actuellement, et qui a dit lors de la présentation de la stratégie nationale de santé en septembre 2013 que ces dernières années, une grande confusion a accompagné l'intégration des formations sanitaires et sociales au dispositif LMD, et que demain, donc ça c'est la partie sur laquelle on va mettre l'accent, nous développerons les pratiques avancées à partir d'un métier socle, et nous accélérons la délégation de tâches ainsi que la création de nouveaux métiers, par exemple l'infirmier clinicien. Simplement, les déclarations sont récentes, les actes sont attendus. Je vous remercie.